Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver, j'espère que c'est votre cas aussi. Je vous avais promis 2 vidéos par mois, donc on est dans les temps. Cette vidéo, cela dit, sera un peu différente des autres, on ne va pas parler de jeux vidéo. Comme je vous l'ai dit il y a quelques temps, je souhaite sur ma chaîne m'ouvrir à de nouveaux sujets. Et je souhaite par-dessus tout être utile aux personnes, apprendre, informer les personnes, peut-être les sensibiliser sur des sujets ou des causes. Et aujourd'hui, c'est en tant que propriétaire, ou plutôt ancien propriétaire, d'un chien victime d'épilepsie que je vous parle. Alors j'ai bien conscience que la plupart d'entre vous s'en fichent en fait de l'épilepsie canine, mais par contre j'ai la certitude et conviction que c'est loin d'être le cas de toutes et tous, puisque si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez à quel point j'aimais mon chien Sawyer. Alors j'ai eu beaucoup de chiens dans ma vie, notamment par le biais de mes parents qui étaient eux aussi des amoureux des chiens. Mais Sawyer a été vraiment mon chien, mon premier chien, le chien dont j'ai été le maître, quoi, le propriétaire également, hein, légalement, puisque un chien doit avoir un propriétaire, c'est comme ça. Évidemment, le départ de Sawyer a été très dur à vivre. Ça m'a rendu très triste. Vous savez, moi, les animaux, je les considère comme mes amis. Et ça, je suis déjà ému en fait, alors que je pensais pas du tout que je serais ému devant vous. Je pleure de moins en moins Sawyer. J'ai totalement fait mon deuil. Sawyer est parti en juillet à la suite de très gros clusters. Je vais vous en parler un peu plus dans les détails. Mais en tout cas, je vis très bien le fait qu'aujourd'hui, Sawyer ne soit plus là, parce que j'ai l'intime conviction aussi qu'il est très bien là où il est à présent. Et j'allais donc vous dire que oui, pour moi, les chiens, tout comme les chats, tout comme les animaux, en fait, sont nos amis. Il ne devrait pas y avoir Enfin, je refuse de dire que Sawyer était mon chien et moi son maître. Voilà. Sawyer et moi étions amis. Nous étions comme des frères et voilà. C'était mon bébé, voilà. La première chose que je faisais le matin quand Sawyer était encore là, ben, c'est que j'allais le voir en fait. Y a des gens qui se lèvent et qui, je sais pas, qui se font un café ou se rincent le visage ou voilà. Et c'est pour tout vous dire, j'allais même pas voir mes enfants quoi. J'allais voir mon chien, et on restait ensemble 15 minutes et je lui faisais des câlins et tout ça. Et je veillais sur lui et je l'embrassais. Voilà, c'était mon bébé, c'était mon nounours, quoi. Donc voilà, déjà, je pense que vous voyez à quel point c'est dur d'être... Enfin, c'est certainement le cas aujourd'hui si vous regardez cette vidéo et si vous apprenez l'existence de l'épilepsie canine. Vous voyez et vous verrez à quel point c'est dur d'être un maître confronté à cette maladie chez son chien. Et je pense aux gens qui ont des proches, donc des personnes humaines victimes d'épilepsie. Ça doit être encore pire. Je connais des personnes dans mon entourage. Voilà, je suis entraîneur d'une équipe de basket. J'ai des joueurs dans mon effectif, par exemple, qui ont des conjoints épileptiques ou des meilleurs amis épileptiques. Et quand on en parle, c'est très troublant. C'est vraiment très troublant. Mais bon, voilà, vous savez, moi je suis authentique, hein, donc ça, j'ai aucune gêne à avoir pleuré, enfin j'ai pas pleuré, mais bon, j'ai clairement laissé transparaître toutes mes émotions, j'ai aucun problème vis-à-vis de ça. Au contraire, je suis plutôt fier de ça, de dire à quel point j'ai aimé mon chien. Mon chien et moi, nous sommes vraiment beaucoup aimés, il me manque beaucoup, mais bon, voilà, je sais qu'il est très bien là où il est. Allez, je vais essayer de reprendre mes esprits pour vous parler calmement de mon expérience de l'épilepsie, car ça a été une longue aventure, une aventure très difficile à vivre. Nous avons pris certaines directions, nous avons fait des choix, et aujourd'hui avec le recul, peut-être que nous n'aurions pas fait ces choix, ou peut-être que nous aurions pris des décisions un peu différentes. Alors, le parcours de Sawyer,
a été le suivant. Donc c'est un chien que nous avons adopté quand il avait 3 mois. C'est un Border Collie. Lof, donc il a été vu par un juge, donc c'est un chien pure race Border Collie, issu d'une lignée de champions. Voilà, son arrière-grand-père était champion de France d'agility, sa grand-mère était championne d'Europe de je sais pas quoi. Même si Sawyer est issu d'un accident, hein, c'est-à-dire que son père mâle reproducteur s'est accouplé avec une femelle non reproductrice au sein d'un élevage. Donc voilà, on l'a eu à un prix dégriffé, on va dire, pour cette raison. Mais voilà, Sawyer, en principe, quand on l'avait adopté, il n'avait pas de problème. C'était un Border Collie, pure souche, chien de race, voilà quoi, avec toutes les qualités qui vont avec. À l'époque, moi j'avais une vie très sédentaire, j'avais besoin d'un chien qui bouge, et Sawyer était un chien exceptionnel, hors norme, sur le plan physique, athlétique. C'était le chien du sportif par excellence, et même en termes de sport, il me dépassait largement à tous les niveaux. Donc pendant 2 ans, tout allait pour le mieux. On a adopté Sawyer Alors, il est né le 10 mai 2017, on l'a adopté en août 2017. Il a fait sa première crise 2 ans après. Donc en juillet 2019, il a fait une première crise, et entre juillet 2019 et le moment de son décès, donc en juillet 2024, Sawyer étant donc décédé à l'âge de 7 ans, ce qui n'est pas beaucoup pour un chien comme ça, les crises se sont accentuées toujours plus. Donc l'épilepsie, c'est quoi? C'est une maladie neurologique extrêmement rare, en principe, bien qu'il y ait de plus en plus de cas d'épilepsie dans le monde entier. Et cela aussi bien au niveau de l'épilepsie canine que féline, puisque les chats peuvent être atteints d'épilepsie, et les symptômes et effets sont exactement les mêmes entre les chiens et les chats. Et il y a même de plus en plus de cas d'épilepsie chez les hommes. C'est une maladie multifactorielle. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent qu'on puisse faire des crises d'épilepsie. Je ne vais pas vous parler de l'épilepsie chez les êtres humains, bien que j'en sois très tenté, car il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans nos modes de consommation qui font que les enfants, par exemple, puissent être atteints de crises d'épilepsie alors que ça n'aurait jamais été le cas 5 ans en arrière. Les raisons se trouvent dans notre alimentation, hein, par exemple. On mange de plus en plus de bouffe industrielle, enfin bon, on est de plus en plus exposé à de la pollution à tous les niveaux aussi. Bon, enfin, encore une fois, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais il faut quand même en parler, au moins l'évoquer. Concernant l'épilepsie, chez le chien, il y a plusieurs types d'épilepsie. 2 grandes familles d'épilepsie, l'épilepsie primaire et l'épilepsie secondaire. L'épilepsie secondaire, en gros, c'est tout ce qui est factoriel, voire multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu. Dans cette catégorie, on va dire que l'épilepsie peut être liée à un phénomène de toxicité, hein, c'est-à-dire que si le chien, par exemple, ingurgite un aliment qui est toxique pour lui, cela peut causer une crise d'épilepsie ponctuelle et isolée, hein, évidemment. Donc si vous donnez du brocoli à votre chien ou du chocolat ou n'importe quel produit qui est pour lui toxique, il est susceptible de faire une crise d'épilepsie. Ok, donc là, on va s'intéresser en gros à son alimentation ou à ses habitudes. Est-ce qu'il peut être exposé par exemple également à des plantes ou à des fleurs qui sécrètent des toxines qui ne sont pas bien perçues par son organisme, vous voyez. Lorsque voilà, votre chien souffre d'une épilepsie secondaire, franchement c'est un bon signe, parce que ça veut dire qu'on peut attaquer la cause en fait de l'épilepsie. On peut aller à l'origine du problème, en sachant que l'épilepsie secondaire, ça peut être lié aussi
à un traumatisme cérébral. Là, on parle d'épilepsie cérébrale lorsque le chien, par exemple, a subi un choc, un coup qui cause une lésion au niveau de son contour cérébral. Et d'ailleurs, ça a été mon cas. Moi, j'ai pendant longtemps cru que ça pouvait être le cas de Sawyer, car quand il avait 1 an et demi, il s'était percuté en plein dans les airs, en plein air, avec un autre chien. En fait, il voulait récupérer une balle que je lançais. J'avais lancé une balle, je jouais beaucoup à la balle avec Sawyer, et les 2 chiens en fait se sont percutés en essayant de l'attraper. Ils se sont percutés en plein vol, et le choc a été tellement fort que Sawyer en a perdu le bout de ses 4 dents principales, quoi. Donc pendant longtemps je me suis dit c'est peut-être ça, voilà. Une maladie, un cancer peuvent aussi causer des crises d'épilepsie. Bref, en gros, votre chien a un problème d'alimentation. Votre chien a subi un traumatisme de type crânien ou cérébral. Votre chien a peut-être un cancer ou une maladie qui cause son épilepsie. Pas de souci à vous faire votre veto en suivant un parcours d'analyse médicale, en lui faisant subir une prise de sang, en prélevant peut-être des sucs gastriques, en faisant faire des radios, saura déceler la maladie qui est à l'origine des crises d'épilepsie. Donc jusque là vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. Par contre, quand on prend la deuxième famille épileptique, c'est-à-dire l'épilepsie primaire, à différencier de l'épilepsie secondaire, l'épilepsie primaire qu'on appelle aussi l'épilepsie essentielle. Si votre chien est un chien qui fait des crises d'épilepsie dites primaires ou essentielles, là c'est un peu plus le parcours du combattant, puisque on ne peut pas donner de cause véritable à ces crises d'épilepsie. En gros, les causes de l'épilepsie sont inconnues dans ce cas-là. Bien souvent, on va dire que l'épilepsie primaire est liée à la génétique du chien, est liée à l'hérédité du chien. Très souvent, un chien victime d'épilepsie primaire aura eu des parents ou des arrière-parents, ou en tout cas des ascendants qui auront eux-mêmes fait de l'épilepsie. Voilà, aussi simple que ça. Et aujourd'hui, moi je pense, j'en suis persuadé, Sawyer, quand on regarde son arbre généalogique, probablement que soit son père, soit sa mère, soit son grand-père, sa grand-mère, etc. ont fait des crises d'épilepsie. Je soupçonne une malhonnêteté de l'éleveuse qui nous a vendu Sawyer à l'époque. Bon, je vais pas faire de procès, j'ai pas que ça à faire, c'est bon, je vais pas... Voilà. Mais voilà, soyez-en conscients. Soyez également conscients qu'il y a des chiens qui sont prédisposés à faire des crises d'épilepsie, notamment des races de chiens très précises. Tous les chiens de berger, typiquement, peuvent faire des crises d'épilepsie et sont beaucoup plus prédisposés à en faire que d'autres races. Donc les bergers allemands, les golden retrievers, les labradors, les border collies, les bergers australiens, ce genre de chiens, ils sont prédisposés à faire de l'épilepsie. Je pense que voilà, sur 100 chiens, il doit y en avoir 1 ou 2 qui feront des crises d'épilepsie. Mais il n'y a pas que ces chiens-là, les teckels aussi, les cockers, ce genre de chiens, pareil, sont prédisposés à faire de l'épilepsie. Maintenant, à quoi ça ressemble une crise d'épilepsie? C'est quelque chose qui est spectaculaire la première fois. Quand vous voyez une crise d'épilepsie pour la première fois, vous avez l'impression que votre chien est en train de mourir devant vos yeux. Très clairement. La première crise d'épilepsie de Sawyer, je m'en souviendrai toujours. On était en promenade, je lui lançais la balle. Et il a oublié sa balle pendant quelques temps, donc il avait complètement oublié le jeu en fait. Il était en mode je sniffe partout, voilà, il fait sa vie de chien en fait. Et tout à coup, je le vois sentir un truc, et tout à coup je le vois qui lève la tête, comme ça, ouais, comme ça. Et un mouvement de raideur de toute sa colonne vertébrale, je vois que sa mâchoire s'ouvre et reste bloquée. Et là mon chien tombe sur le côté, et il commence à convulser. Il commence à convulser sévère. Ce qu'on va appeler le mouvement de patinage des pattes avant et arrière du chien.
il convulse et ça s'arrête pas. Il a les yeux complètement vitreux, les yeux vides. T'as beau lui parler, il réagit pas. En fait, il est en train de faire sa crise d'épilepsie. Le fait qu'il y ait des spasmes comme ça ressemble beaucoup à un AVC en fait, à une crise cardiaque. Et du coup, moi, mon premier réflexe, c'est je me suis dit, mais merde, il a avalé un truc qu'il fallait pas. Donc j'ai mis ma main dans sa gueule, en sachant que sa gueule faisait des mouvements comme ça en fait. Les dents s'entrechoquaient. Et clairement, je me suis fait croquer le pouce par mon chien, donc il m'a fait un énorme trou. Et je me rappelle, je saignais abondamment, j'avais eu beaucoup de mal à stopper cette hémorragie, et j'ai bien failli finir aux urgences. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, il a avalé un truc qu'il fallait pas, ou peut-être qu'il y a une guêpe qui est rentrée dans sa gorge, enfin voilà, j'étais parti dans un total délire. Mais non, en fait, il avait fait une crise d'épilepsie qui a duré un certain temps, je pense que ça a bien dû durer 5 bonnes minutes. Et après, au bout d'un moment, ça s'arrête, le chien... respire très fort parce qu'il a besoin de récupérer, il bave et puis il se redresse péniblement, il perd un peu l'équilibre et au bout de 2 minutes il retrouve totalement ses esprits et vous retrouvez du coup le chien que vous avez connu. Bon, c'est quand même extrêmement perturbant de voir une crise d'épilepsie et c'est encore plus perturbant de se dire qu'après la vie reprend son cours et que tout va bien. Et pour nous, ça a vraiment été le cas, puisque Sawyer a fait cette crise d'épilepsie isolée. Alors moi, j'ai eu très très peur, j'ai appelé une amie, une très bonne amie, Célia, qui saura se reconnaître, qui m'a calmé, qui m'a rassuré, qui m'a quand même orienté en me disant « Il est possible qu'il ait fait une crise d'épilepsie, ce que tu me décris, ça ressemble à une crise d'épilepsie, reste avec lui, voilà, fais attention, et puis éventuellement, contacte ton veto pour voir ce qu'il faut faire. » Bon, mais en tout cas, voilà, Sawyer a fait au début des crises très isolées. Pour tout vous dire, il s'est passé 11 mois avant qu'il ne fasse une deuxième crise après la première. Donc voilà, et petit à petit, en fait, il faisait des crises isolées comme ça. Et le délai entre chaque crise se raccourcissait. Le délai est passé de 11 mois à 8 mois, à 7 mois, à 4 mois, à 2 mois, à 1 mois, à 2 semaines, à 1 semaine. En gros. J'ai commencé à m'inquiéter vraiment lorsque Sawyer a commencé à faire une crise tous les 2 mois. Et on dit qu'il ne faut pas s'inquiéter des crises d'épilepsie chez le chien lorsque ce dernier n'en fait pas plus de 2 par mois. Voilà. Cela dit, je pense qu'on aurait peut-être dû agir, plus tôt, parce que la maladie a vraiment pris le pas sur le traitement médical qu'a reçu notre chien. En effet, il faut savoir que dans le cas d'une épilepsie primaire, il n'y a pas de solution en fait. Le chien restera épileptique toute sa vie, il va devoir vivre avec son épilepsie. Il n'y a pas d'opération envisagée, il n'y a pas de chimiothérapie envisagée, et le traitement médical qui est... Les vétérinaires vous le diront, obligatoire dans le cas où un diagnostic très clair d'épilepsie a été donné pour le chien. Le traitement médical ne servira qu'à calmer, voire espacer les crises d'épilepsie. Et en aucun cas, elles neutraliseront les crises d'épilepsie. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir, une chose qu'il faut avoir en tête. Les médicaments ne sont d'aucun recours pour arrêter l'épilepsie. Un chien épileptique restera épileptique toute sa vie, ce qui veut dire que le maître doit vivre avec l'épilepsie de son chien jusqu'à la mort de son chien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. On a consulté une neurologue. Ça, c'est l'étape ultime en fait, lorsque la situation est hors de contrôle pour vous. Moi, je vous recommanderais d'aller voir un ou une neurologue spécialisée dans l'épilepsie canine, et il n'y en a pas beaucoup malheureusement. En France, il y en a une dizaine je pense. Nous on a de la chance parce qu'on habite près de Montpellier où il y a un hôpital vétérinaire et une neurologue de renommée internationale qui établit des diagnostics, qui administre des soins, qui suit tout un tas de chiens.
Même si cette personne, voilà, finalement, n'aura pas été d'une grande aide pour Sawyer, puisque Sawyer est quand même parti à l'âge de 7 ans. Il y a un moment où son épilepsie était hors de contrôle, malgré le traitement médical. Mais sachez bien ça, hein, puisque là on aborde le chapitre du traitement médical pour le chien, les médicaments n'enrayeront jamais l'épilepsie. Donc vous l'aurez compris, votre chien il fait 2 crises d'épilepsie minimum par mois, il a besoin de traitement médical à vie. Plusieurs molécules peuvent être administrées au chien. La molécule la plus répandue, c'est le phénobarbital. Hein. Et d'ailleurs, c'est, je pense, la même molécule qu'on administre aux êtres humains victimes. Enfin, victimes, ça me fait bizarre de dire victimes, mais c'est ça en fait, hein, aux êtres humains qui sont atteints d'épilepsie. Au début, on fait un dosage d'essai. Hein, c'est toujours comme ça en fait. On fait une prise de sang. Il faut connaître le poids du chien pour pouvoir lui administrer le taux de molécules adéquat. C'est-à-dire qu'un dépassement du taux peut avoir des effets néfastes sur le chien. Ça peut augmenter le taux de toxicité du médicament et donc causer des effets secondaires graves, notamment des problèmes gastriques voire intestinaux. Mais un sous-dosage n'est pas recommandé non plus puisque ça ne permettra jamais en fait de stabiliser l'épilepsie. Donc à chaque fois, le protocole c'est on fait une prise de sang au chien. Ça permet également de voir, de faire un bilan sanguin, hein, enfin un bilan de santé, un check-up, voir si tout va bien. Et ensuite, on ajuste en fait le dosage de la molécule. Et c'est comme ça que le traitement soit unique, hein, donc on administre un médicament unique au chien, mais c'est également le cas pour les voire trithérapies. Parce que peut-être qu'il y a un moment, la maladie va évoluer à tel point qu'il va falloir envisager 2 médicaments, voire 3 médicaments. Sawyer était sous bithérapie avant de partir, puisqu'il était toujours sous phénobarbital, et il avait également, il prenait une deuxième molécule qui est souvent associée au phénobarbital, qui est le bromure de potassium. Mais il aurait peut-être pu même avoir un 3e médicament. En général, le taux de réussite de ces molécules, le phénobarbital, le bromure de potassium, est bon. Alors moi, je ne peux pas vous garantir que c'est vrai, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que m'a dit mon veto. Mais par contre, à la fin, j'avais vraiment poussé, si vous voulez, pour qu'on arrête ce traitement et qu'on passe à un autre traitement, donc des molécules différentes, inédites pour Sawyer, parce que je voyais très bien que le phénobarbital et le bromure de potassium ne fonctionnaient pas sur lui. C'est-à-dire que dès le moment où on a vraiment administré un traitement régulier à Sawyer, on devait s'attendre à du positif, hein, à des améliorations, et ces améliorations ne sont jamais venues. Elles ne sont jamais venues chez Sawyer. C'est mon expérience personnelle, c'est l'expérience personnelle de Sawyer, c'est peut-être quelque chose d'assez exceptionnel, hein. C'est notre cas par rapport à une généralité, mais il faut le considérer tel quel, c'est-à-dire que ce que je vous dis ne s'appliquera peut-être pas forcément à votre chien. Concernant les traitements médicaux, il faut également savoir que tout traitement médical administré à un chien épileptique cause des effets secondaires. Et ça, c'est important de le savoir parce que dès que vous le savez, vous vous mettez beaucoup à réfléchir. Quand on est maître d'un chien, on veut le meilleur pour son chien. On veut qu'il ait une vie normale. On veut qu'il vive normal. On veut qu'il garde son identité, qu'il garde sa personnalité. Et un traitement contre l'épilepsie donné à un chien épileptique, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, ça va transformer le chien. Les vétérinaires vous diront non, machin, nanana. Ça va transformer votre chien. Les 2 premières semaines, le temps qui est l'accoutumance, l'habitude qui se fasse au traitement, votre chien ne va pas être pareil. Votre chien va être amorphe, il va passer son temps à dormir, il aura très probablement des pertes d'équilibre. Quand vous le verrez marcher, il marchera comme s'il allait tomber en fait.
notamment au niveau du fléchissement du train arrière. Votre chien également aura un regard peut-être vitreux, vous aurez l'impression qu'il ne vous reconnaît pas. Sawyer également, et ça c'est un effet secondaire reconnu des traitements contre l'épilepsie, ne pensait qu'à manger tout le temps, il avait tout le temps faim. Sawyer était rationné. Avant son épilepsie, il avait une gamelle de croquettes en libre service toute la journée, et Sawyer se gérait complètement, il allait manger quand il avait envie en fait, mais il n'avait jamais rien de plus qu'une gamelle de croquettes. Lorsque l'épilepsie a été diagnostiquée chez mon chien ne pensait qu'à manger, il mangeait tout ce qu'il trouvait, la moindre odeur de nourriture l'attirait. Il suffisait qu'il y ait de la purée. Alors moi j'ai des enfants en bas âge, lorsqu'on fait la purée à la petite dernière, à l'époque elle était toute petite, elle avait 1 an, bon ben on lui donne sa purée, on la fait manger avec une cuillère. Bon mais les enfants à cet âge ont tendance à tout faire tomber, donc voilà, le simple fait qu'il y ait de la purée sur la cuillère, Sawyer ne se contentait pas de manger la purée, il gobait carrément la cuillère. Donc ça, vous voyez, l'épilepsie, c'est risqué pour le chien. Ça demande une ultra surveillance du propriétaire. Il faut toujours être aux aguets, toujours faire attention à tout. Et voilà, Sawyer à plusieurs reprises a manqué de s'étouffer parce qu'il avalait des objets, quoi, tout un tas d'objets et parfois des trucs assez volumineux. Tout simplement parce que ça sentait la nourriture ou parce qu'il y avait un petit peu de nourriture dessus. Et qui dit j'ai toujours faim, dit j'ai toujours soif. Donc Sawyer pareil, il ne faisait que boire sans arrêt. Il avait toujours soif. Et du coup, ça avait un impact aussi sur notre vie à nous, sur notre quotidien. C'est un chien qui n'arrivait plus à se contenir pour faire caca ou pipi. Donc voilà, le jardin sentait l'urine de partout. Je ramassais des crottes par dizaines chaque jour. En plus moi j'aime bien jardiner, donc Sawyer il allait faire caca là où il pouvait, bon, vous comprenez le délire, voilà, on passe d'un chien qui est parfaitement dressé, voilà, un chien qui sait qu'il a une promenade, qui fait son pipi, son caca, ses besoins pendant la promenade et jamais dans la maison et encore moins dans le jardin, qui se contente parfaitement de la nourriture qu'il a, et franchement il n'en avait pas besoin de plus, il en demandait pas plus. On passe de ça à un chien dont on diagnostique l'épilepsie et qui, à cause du traitement, devient un chien incontrôlable et parfois même ingérable, et parfois même invivable. Alors pour moi j'ai accepté ça, parce que c'était mon chien, c'était mon enfant. J'ai accepté le fait qu'il était malade. J'ai accepté le fait qu'il allait mourir avec cette maladie et qu'en tant que maître, il fallait que je sois à la hauteur de mon chien malade. Mais ça n'a pas été le cas de ma conjointe, qui a eu beaucoup plus de mal à vivre ces situations du quotidien où on reconnaissait plus notre chien et où notre chien était presque devenu un fardeau. C'est triste à dire, mais la neurologue qu'on a consultée à Montpellier nous l'a dit d'elle-même. Elle nous a dit « L'épilepsie ne fait pas souffrir le chien ». Alors moi, je ne peux pas vous apporter la preuve véridique que c'est vrai. Mais les scientifiques disent que quand le chien fait une crise d'épilepsie, il n'en souffre pas. Par contre, ces connexions cérébrales ne se font plus. En gros, l'épilepsie, c'est causé par un court-circuit, en fait, hein, au niveau des neurones. Et du coup, le chien, il disjoncte. Hein, son cerveau, il disjoncte. Mais le moment où il fait sa crise, visiblement, il ne souffre pas. Par contre, la neurologue nous l'a dit, si le chien ne souffre pas, il est évident que le maître, lui, souffre de la maladie de son chien. Et vraiment, je pense qu'on peut résumer ça comme ça. L'épilepsie canine, c'est dur, surtout pour le maître. C'est vraiment dur pour le maître. Il faut vraiment être à la hauteur de la maladie de son chien. Si on veut réussir à aller au bout du protocole jusqu'au bout, espérer que le traitement médical finira par donner une vie normale au chien, ce qui malheureusement n'a pas été le cas pour nous avec Sawyer, puisqu'encore une fois, on a suivi le protocole, on a eu un vétérinaire assez proactif qui n'a pas hésité à
à changer la formule, à faire des surdosages, etc. On lui a même donné du Keppra, pour vous dire, pour empêcher les crises d'épilepsie subite. Le Keppra, c'est une maladie qu'on donne en fait aux êtres humains hein, qui font de l'épilepsie. Et malgré tout ça, en fait, notre chien n'a pas cessé de décliner, la maladie a pris le pas sur lui. Alors, qu'est-ce que je peux vous recommander maintenant? Vous êtes un maître ou une propriétaire d'un chien dont on a diagnostiqué une crise d'épilepsie. Écoutez, moi, intuitivement, j'ai toujours, si vous voulez, je me suis pas jeté sur les traitements médicaux parce que j'ai choisi Sawyer, un border collie, pour ses qualités. Mon chien, c'était un chien remarquable. C'était un chien athlétiquement remarquable. J'allais courir avec lui, il jouait au frisbee, il était capable de nager. Enfin, c'était un chien explosif, un chien débordant de joie de vivre en fait. C'était un chien, tu le vois courir à 45 km/h, tu fais waouh, paf, paf, ça s'arrêtait jamais. C'était un chien plein de vie. Et je savais, et j'avais très peur qu'en lui donnant un traitement médical, je ne reconnaîtrais plus mon chien. Donc s'il y a une chose dont je suis content finalement, c'est d'avoir refusé de lui avoir donné un traitement médical tout de suite, parce que j'ai vu ce qu'ont fait les traitements médicaux à mon chien. Quand j'ai donné les médicaments à Sawyer, en sachant que c'est une posologie quotidienne, vous allez devoir lui donner minimum une fois le matin, une fois le soir. Okay, la durée de vie du phénobarbital dans le sang, c'est 12 heures, en gros. Et vous devrez donner le traitement à des horaires réguliers. Mais dès qu'on a suivi les indications de notre vétérinaire, qui était de donner un traitement médical, on n'a plus reconnu notre chien, et ça s'est empiré à force que les dosages étaient plus forts, évidemment. Et quand je pense à mon chien avant que son épilepsie soit prise au sérieux par nous, et après, c'est-à-dire lorsque le traitement médical était bien établi, c'est le jour et la nuit. On se rend compte que notre chien, les dernières années, ce n'était pas le chien qu'on avait connu. C'était un chien que je ne faisais plus jouer, c'était un chien que je ne faisais plus courir. Alors il était promené, mais voilà, parfois il était désorienté, je lui faisais faire beaucoup moins d'efforts physiques, on n'avait plus les mêmes interactions avec lui, on rigolait moins avec lui, parce que c'était un chien qui souffrait de sa maladie, et qu'en plus de ça, il y a un truc que vous allez vivre en tant que maître d'un chien épileptique, c'est l'appréhension. L'appréhension, l'angoisse de la prochaine crise. Le moindre bruit, vous allez vous familiariser, vous habituer au moindre bruit, et vous saurez reconnaître les bruits qui disent que merde, il est en train de faire une crise d'épilepsie. Donc au début, Sawyer, il dormait dans la maison, il avait son panier, mais on savait au bruit qu'il était en train de faire une crise d'épilepsie. Et c'était tellement dur à vivre psychologiquement que moi, des fois, j'en dormais plus la nuit, qu'à la fin, on le faisait dormir dehors, même en hiver quand il faisait très froid. Alors heureusement, on est dans le sud de la France, et Sawyer est un border, donc c'est un chien qui a quand même un pelage très épais, donc il peut très bien vivre dans le froid, c'est pas un problème. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point il y aura une différence. Il faut composer avec ça, il faut vous mettre ça en tête. C'est que du moment où vous allez lui donner un traitement, votre chien ne sera plus le même. Du coup, il y a un compromis à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on laisse notre chien avec cette maladie, on se laisse se débrouiller avec la maladie, du moment qu'il a une vie totalement normale, parce que si vous lui donnez pas de médicaments, votre chien, à part les crises d'épilepsie, ça sera le même, hein, il aura une vie tout à fait normale. À l'exception près qu'il fera des crises d'épilepsie. Mais le risque, c'est que, et il faut aussi se dire ça, c'est que plus il fait de crises d'épilepsie, plus la maladie s'aggrave, et plus la maladie gagne du terrain. Et nous, on l'a bien vu. On le voit aux causes, aux événements, aux éléments qui déclenchent la crise d'épilepsie. C'est-à-dire qu'au début, Sawyer, il faisait des crises d'épilepsie que pendant le jeu. Je lui lançais sa balle, on jouait au ballon, je lui lançais le frisbee, et en plein dans l'action, il faisait sa crise d'épilepsie. Et on a su que la maladie gagnait du terrain le jour où Sawyer
a commencé à faire des crises pendant son sommeil. Et après, il ne faisait plus que des crises pendant le sommeil. Pendant le sommeil, que ce soit lors d'une sieste ou pendant la nuit. Et je pense que c'est ça l'élément déclencheur qui a dit que voilà, maintenant il faut qu'on lui donne un traitement médical parce que la maladie est en train de prendre l'ascendance sur le chien. Voilà, le choix est vôtre. Vous pouvez également consulter un neurologue, encore une fois. Les neurologues sont des spécialistes. Le vétérinaire, c'est un peu le médecin généraliste du chien. Hein. Tous les vétérinaires ne sont pas au fait de l'épilepsie. Okay, vous allez voir un neurologue, lui, il connaît parfaitement son sujet. Ça peut être rassurant d'aller voir un neurologue, il fera faire en plus de ça des analyses poussées, des biopsies, etc. Un ponctage cérébral aussi, hein, pour être sûr que voilà, l'épilepsie n'est pas liée, n'est pas de type secondaire, mais il faut prendre en compte le coût que ça engendre, hein, une visite chez le neurologue, en sachant que le chien va être gardé au moins une après-midi, hein, en clinique ou à l'hôpital, il faut compter à peu près 1000 €. Et ça, c'est un sujet que je veux aussi aborder. Le coût que ça représente d'avoir un chien épileptique, au moment où vous allez commencer à lui donner des traitements, à la fin, nous, on dépensait 200 € par mois en traitement médical pour Sawyer. 200 € par mois. Si vous ajoutez à ça son alimentation, on lui donnait quand même des croquettes de bonne qualité, pas des croquettes qu'on trouve en grande surface. On le gâtait autant qu'on pouvait, notre pauvre chien, quoi, un peu de pâté, machin, des jouets, vite fait. Ouais, Sawyer nous coûtait quasiment 350 € par mois. Et à la fin, pour nous, ça représentait vraiment un gouffre financier. Hein. Donc ça aussi, c'est un sujet épineux, un sujet à élucider pour les maîtres de chiens épileptiques. Maintenant, est-ce qu'il existe des alternatives aux traitements médicaux? Oui. Par exemple, certes, je n'ai pas fait le choix immédiat de donner des médicaments à mon chien, mais voilà, je me suis tourné vers les alternatives qui existent, un peu plus naturelles. Donc il a eu droit à de l'homéopathie pendant quelques temps. Honnêtement, ça n'a pas marché chez Sawyer. C'est souvent des gouttes ou des sprays voilà, qu'on balance en fait dans son eau ou qu'on même carrément directement dans sa gueule ou sur ses croquettes ou sur sa pâtée. L'homéopathie n'a pas marché chez nous. J'ai testé le cannabis, le CBD plutôt, hein, pas le THC forcément, le CBD. Pareil, j'ai pas eu le sentiment que ça marchait vraiment chez Sawyer. Donc voilà, on a testé plusieurs alternatives douces, on va dire, avant de passer aux médicaments. Et si je peux me permettre un conseil, si vous avez la chance de connaître une personne extra lucide, donc un médium par exemple, ou un énergéticien ou une énergéticienne, n'hésitez pas. Parce que moi je connais quelqu'un, j'ai une très bonne amie, une personne très douée qui a des dons exceptionnels, et j'ai la certitude que sans elle, le cas de Sawyer se serait empiré beaucoup plus vite. C'est-à-dire que sans traitement médical, cette personne a maintenu Sawyer pendant plusieurs mois sans qu'il ne fasse la moindre crise, et vraiment, je veux dire, c'était inespéré, quoi. Au vu de la situation, au vu des causes, des éléments déclencheurs des crises, c'était pas possible en fait que sans rien Sawyer ne fasse pas de crise, et pourtant ça a été, je suis véridique. Cette personne qui a des dons a permis à Sawyer de se maintenir pendant un certain temps, et après, de son aveu, elle a vu que la maladie était plus forte et elle savait que ses soins ne serviraient plus, hein, ne seraient plus d'aucun recours pour mon chien. Mais je remercie vraiment cette personne du fond du cœur. N'hésitez pas, hein. Alors après, c'est une question de croyance ou pas. Moi, vous savez, je pense qu'on a tout le monde a un don. Chaque personne sur Terre a un don. Un don exceptionnel. Et parfois même un don extraordinaire, c'est-à-dire qui sort du champ du possible, de l'ordinaire. Mais on a tous un don pour peu qu'on accepte cette chose-là et qu'on arrive à lire les signaux qu'on nous envoie, qu'on écoute les signaux qu'essaie de nous transmettre notre corps aussi, notre esprit. Voilà. C'est un autre sujet de vidéo. Peut-être qu'on en parlera plus tard.
Moi je me permets de vous dire ça parce que j'ai des dons, j'ai des dons, alors je vous le dis, peut-être que ça fait 10 ans que vous me suivez sur YouTube et vous dites mais il est complètement cinglé, mais non je ne m'en suis jamais vanté, mais bon là j'ai envie de le dire, j'ai des dons, voilà, je vais pas vous dire quoi précisément, mais j'ai des dons, et je suis certain que vous avez vous aussi des dons ou des personnes dans votre entourage qui ont des dons et qui peuvent aider votre chien épileptique à se maintenir. Voilà, donc pour conclure, face à l'épilepsie canine, faut vraiment pas hésiter à utiliser tous les outils et être possible parce que c'est une maladie c'est vraiment une merde, cette maladie. C'est vraiment un truc terrible pour nos animaux et pour nous-mêmes. Et surtout, ne lâchez pas, ne perdez pas espoir parce qu'il y a beaucoup de cas de personnes qui ont réussi, et de personnes et de chiens qui ont réussi à battre l'épilepsie, à faire en sorte que leur chien ait une vie normale. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. 2 derniers conseils avant de terminer cette vidéo. Le premier, rendez-vous sur le groupe Facebook sur l'épilepsie canine que je mets en description. C'est un groupe français, vous y trouverez des informations. Alors c'est un groupe qui a tendance à pousser les propriétaires à aller vers des neurologues. Je suis pas trop d'accord avec ça. Disons que si la maladie est vraiment hors de contrôle, ça peut se faire. Ça peut être important d'aller voir un neurologue en effet, mais s'il n'y a pas trop de gravité, c'est pas indispensable si vous avez un bon veto. Et aussi prenez une mutuelle dès que vous adoptez votre chien. Lisez bien les clauses, lisez bien que l'épilepsie sera prise en charge parce que ça peut vraiment vous faire économiser beaucoup d'argent. Nous on l'a pas fait et franchement on regrette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura renseigné sur l'épilepsie canine. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de m'écouter. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai, vous pouvez en être sûr. Allez, je suis avec vous, soyez forts pour votre chien, on les aime nos petits pépères, on les aime nos toutous. Soyez forts, courageux, braves, ils le méritent, ok? Vos chiens méritent que leur maître soit là pour eux.